Bonjour à tous, aujourd'hui destination les étoiles, avec la justice de l'ancillaire, premier tome de la trilogie de space opéra Les Chroniques du Ratch. Sorti chez nous fin 2015, ce roman a beaucoup fait parler de lui lors de sa sortie VO, notamment pour le nombre impressionnant de prix qu'il a raflé. Entre autres, prix Hugo du meilleur roman 2014, prix Arthur C. Clarke, prix Locus du meilleur premier roman, prix Nebula 2013, prix British Science Fiction, prix Sidney Gibbons du meilleur nouvel auteur, et Kitschy's Golden Tentacle du meilleur premier roman 2013. C'est pas mal. C'est peu dire que j'attendais avec impatience ce livre. L'avalanche de prix et de critiques lors de sa sortie outre-Atlantique avait généré chez moi pas mal d'impatience. Mais un peu échaudé par quelques mauvais retours chez nous, c'est quand même avec quelques réserves que j'ai attaqué le roman. C'est sur la planète glacée Myst que l'on fait la rencontre de Breck, alors qu'elle aborde la dernière partie d'une mission qu'elle s'est donnée il y a bien longtemps, et qu'elle tombe par le plus grand des hasards sur Seivarden. Ancien officier du vaisseau Justice de Torren, celle-ci a disparu depuis 1000 ans et semble n'être plus que l'ombre d'elle-même. Il faut dire que Breck a bien connu Seivarden, puisqu'elle-même est tout ce qui reste du vaisseau Justice de Torren. On pourrait même dire qu'elle est le Justice de Torren, car dans l'univers du Ratch, les vaisseaux de guerre sont conscients, ont des personnalités, des intelligences artificielles qui s'incarnent dans des ancillaires, des corps morts et lobotomisés récupérés auprès des populations annexées lors des campagnes guerrières du Ratch. Le roman va ainsi nous faire suivre d'un côté l'avancée de la mission de Breck, alors que malgré un très fort ressentiment qu'elle nourrit envers Seivarden, elle ne peut se résoudre à la laisser mourir de froid. Et de l'autre, nous allons faire un saut 20 ans en arrière, en pleine annexion de la planète Shizurna, alors que Breck, à cette époque, est encore le vaisseau Justice de Torren. Soyons honnêtes, l'intrigue est relativement classique. Il s'agit d'une quête de vengeance plutôt ordinaire, portée par une narration qui alterne à chaque chapitre entre présent et passé. Si le procédé peut avoir tendance à ralentir la progression de l'intrigue, il n'en reste pas moins assez efficace. Il rajoute ainsi une dose de suspense qui donne souvent furieusement envie de poursuivre jusqu'au chapitre d'après. Car si l'histoire reste classique, elle fonctionne vraiment très bien, soutenue par un univers extrêmement riche et foisonnant d'idées. Tout d'abord, il y a le Ratch, un empire multimillénaire en perpétuelle expansion qui annexe de manière systématique les planètes limitrophes. Il éradique sans pitié ceux qui résistent, mais assimile ceux qui se soumettent, et avec le temps leur offre la citoyenneté, après avoir bien sûr prélevé son tribut dans la population pour garnir son stock d'ancillaires. Cet empire galactique n'est pas sans rappeler l'empire romain, par son côté hégémonique ainsi que par son organisation militaire, mais aussi par sa manière d'assimiler les peuples et par exemple d'intégrer les religions rencontrées à son propre panthéon. Il y a aussi, je trouve, un côté asiatique dans cette société, dans les rapports très codifiés qui régissent les relations entre les différentes familles, dans la retenue pudique que l'on peut sentir entre les individus, et surtout dans leur manie de boire du thé en toute occasion. Une des spécificités de cette société galactique qui a fait couler énormément d'encre lors de la sortie du roman outre-Atlantique, c'est l'absence de distinction du genre des protagonistes. En effet, cette civilisation ne prête aucune attention au genre ou au sexe de ses concitoyens. En français, cela se traduit par l'emploi de pronoms exclusivement féminins, mais sans changer le genre du nom ou de l'adjectif auquel il se réfère. Par exemple, on va parler de la cousin d'une personnage. Voilà. Le traducteur a dû bien s'amuser. Ça demande évidemment un petit effort pour s'habituer, mais une fois fait, ça gêne absolument en rien la lecture. En tout cas, c'est un choix intéressant qui montre bien, s'il en était encore besoin, que les capacités d'un individu n'ont absolument rien à voir avec ce qu'il y a ou pas entre ses jambes. Et cela permet de bousculer un petit peu les clichés que l'on peut avoir sur certains types de personnages. Et puis bien sûr, cela joue énormément sur l'image mentale que l'on peut se faire du physique des personnages. Un autre des aspects intéressants du roman concerne les intelligences artificielles et notamment l'utilisation des ancillaires. Les IA sont ainsi régulièrement connectées à des dizaines, voire parfois même des centaines de segments humains qui accomplissent diverses tâches, allant de la maintenance régulière du vaisseau jusqu'à des fonctions plus guerrières lors d'annexion de planètes. Les segments sont ainsi toujours reliés entre eux ainsi qu'au vaisseau et partagent l'ensemble de leurs sens et de leurs expériences. Et l'éclatement de personnalité et de point de vue qui en résulte est particulièrement bien rendu. Cela donne lieu par moments à des scènes très intéressantes, où de multiples discussions ou actions ont lieu au même moment et à différents endroits et avec le même personnage. Les personnages justement sont un autre des points forts du roman. Si l'on peut reprocher éventuellement des personnages secondaires qui manquent un peu de développement et de relief, ce n'est absolument pas le cas des deux protagonistes. Breck, du fait qu'il est une IA, apparaît parfois comme assez froid, presque détaché, ce qui se ressent dans le style d'écriture, même s'il n'est pourtant pas dénué d'émotion. On sent que le personnage est très perturbé par les événements qui ont mené jusqu'à la disparition de son vaisseau et qu'il se sent diminué par la perte d'une grande partie de ses capacités. Il n'a ainsi plus les mêmes sens qu'avant, plus les mêmes perceptions. Il dévoile rarement ce qu'il ressent, mais on le devine assez impitoyable, très en colère, et prêt à tout pour mener sa quête à bien malgré tous ses doutes. Seivarden est aussi très complexe dans son genre. Il est issu d'une famille majeure extrêmement riche et privilégiée, et possède un grade assez élevé dans la hiérarchie militaire. Enfin, ça jusqu'à sa disparition. Car à son réveil, il s'est passé 1000 ans, et elle se retrouve dans un monde qui a beaucoup changé malgré tout,
et où elle peine à trouver sa place. Elle est en perdition totale au moment de sa rencontre avec Breck, mais va petit à petit changer à son contact. Elle va remettre en cause sa vision de la société du Ratch et évoluer de manière très intéressante. J'ai donc énormément aimé ce livre. Les réserves que j'avais au début de ma lecture se sont complètement envolées et j'ai passé un excellent moment de lecture. Il propose certes une intrigue plutôt classique ainsi que des idées pas forcément toujours novatrices, mais il faut garder à l'esprit que c'est un premier roman et le premier tome d'une trilogie. L'ensemble fonctionne ainsi très bien et ouvre la porte d'un univers qu'on devine foisonnant, le tout porté par des personnages complexes et intéressants. Grosse réussite donc pour moi, ce livre comble complètement mes attentes et j'ai qu'une seule hâte, c'est de retourner dans cet univers avec les tomes suivants. A noter que j'ai lu ce livre dans le cadre du challenge SFFF et diversité organisé par Liz Bay du RSF Blog. Vous trouverez les liens dans la description. Le but de ce challenge est de lire des choses assez différentes dans les genres de l'imaginaire. Il y a une liste de 20 objectifs à remplir et ce livre me permet de faire un petit combo et d'en cocher 5 d'un coup. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. J'espère que ça vous aura plu et à la prochaine.